Un livreur de pizza entre dans une banque, non pas avec une pizza à la main et une commande, mais avec un fusil à pompe en main et une bombe attachée à sa poitrine, exigeant la somme incroyable de 250 000 $. Ce qui se déroule ensuite dépasse l'imagination la plus folle de quiconque, propulsant cet incident dans les annales des braquages de banques les plus énigmatiques et audacieux d'Amérique. Ce jour a marqué le début d'une affaire que les agents fédéraux ont décrit comme l'une des tragédies les plus complexes et des crimes les plus choquants jamais enregistrés par le FBI. Qui est cet homme? Et comment s'est-il retrouvé avec une bombe attachée à sa poitrine? Rejoignez-nous alors que nous plongeons au cœur de l'un des cambriolages les plus étranges de l'histoire américaine. Un jour comme les autres. Le 28 août 2003. Dans la ville tranquille d'Erie, en Pennsylvanie, Brian Wells, un livreur de pizza de 46 ans, effectuait sa tournée habituelle chez Mamma Mia's Pizzeria sans encombre. Cependant, à 13h30, la monotonie de la journée a été brusquement rompue par un appel téléphonique perplexe qui a coupé le bruit habituel de la cuisine. La demande de l'appelant, embrouillée et peu claire, a poussé le propriétaire de la pizzeria, déconcerté par le message brouillé, à remettre le téléphone à Brian. La demande était simple mais inhabituelle. 2 pizzas à la saucisse pour le 31 rue Peach. Une adresse que, sans que Brian ne le sache, c'était une station de radio abandonnée. L'enquête subséquente a révélé que l'appel provenait d'une cabine téléphonique dans une station-service à proximité. Brian, ignorant l'étrangeté de la situation, a continué la livraison comme demandé, mais les inquiétudes ont augmenté lorsqu'il n'est pas revenu au travail après 1 heure. Déviant de sa fiabilité habituelle, l'intrigue s'épaissit vers 14h30 lorsque Brian, s'écartant considérablement de ses habituelles livraisons de pizza, il est entré dans une banque locale, PNC. La scène était surprenante. Brian, une figure familière pour beaucoup, tenait une canne et portait un T-shirt avec l'inscription « Guess ». Cependant, sous cette tenue apparemment innocente, se cachait une réalité terrifiante. Un collier explosif était menaçant attaché à sa poitrine, caché sous sa chemise. Et la canne dans sa main n'était pas une canne ordinaire, mais un fusil de chasse dissimulé au guichet. Brian a présenté une note exigeant 250 000 $, révélant la double menace du fusil à pompe déguisé et du collier de bombe. Dans le bref intervalle entre la livraison de la pizza et son apparition à la banque, Brian s'était retrouvé involontairement impliqué dans un complot dangereux marqué par les explosifs attachés à sa poitrine. Et un dispositif sinistre entourait son cou. Confronté à l'impossibilité d'accéder au coffre, le caissier ne pouvait que remettre 8 702 $, le seul montant disponible dans la caisse. La sortie de Brian de la banque avec l'argent a déclenché une évacuation immédiate des lieux et une réponse rapide de la police, ce qui marquait le début d'une affaire déconcertante et intrigante. Cet incident a transformé un simple livreur de pizza en la figure centrale de l'un des cambriolages les plus mystérieux de l'histoire américaine. Brian Wells s'éloigna rapidement de la scène en direction du parking de McDonald's, mais environ 15 minutes après le braquage audacieux de la banque. La fuite de Brian a pris une tournure dramatique lorsque la police l'a intercepté. Alors qu'il tentait de quitter le parking de McDonald's, les policiers ont rapidement sorti Brian de son véhicule et l'ont arrêté. Mais au milieu du chaos, il a prononcé un mot qui allait faire monter la situation à un niveau sans précédent. Il y a une bombe. Une inspection rapide sous sa chemise a confirmé leur pire crainte. Un collier bombe était effectivement attaché autour de son cou de manière menaçante. Sans hésitation, la police a évacué la rue, créant un large périmètre autour de la zone pour assurer la sécurité de tous les passants. Et l'équipe de déminage fut appelée d'urgence sur les lieux. Cependant, il y avait un obstacle important à l'arrivée de l'équipe de déminage pour s'assurer que personne ne soit blessé en cas d'explosion. La police a commencé à évacuer et sécuriser la route principale menant au parking, provoquant de graves embouteillages dans toutes les rues éloignées. Alors que les policiers pointaient leurs armes sur Brian, l'incertitude obscurcissait leur jugement. Ils étaient déchirés entre les possibilités. Brian avait-il attaché la bombe à lui-même pour un braquage de banque? Ou était-il un participant involontaire dans ce complot sinistre? Ils ont commencé à l'interroger pour obtenir des éclaircissements. Brian a affirmé que 3 hommes noirs l'avaient capturé et lui avaient attaché un collier explosif autour du cou. Lorsque les policiers ont demandé plus de détails sur ces hommes, Brian n'a pu que répéter qu'ils étaient 3 hommes noirs sans donner plus d'identification. Mais ce qui était étrange,
c'est que même au milieu de cet interrogatoire très stressant, Brian a fait des demandes bizarres, comme demander à la police d'appeler son patron pour s'assurer qu'il ne serait pas considéré comme négligent ses devoirs. Il a également suggéré que si la police pouvait suivre certaines étapes, il pourrait trouver la clé pour déverrouiller le collier de bombe autour de son cou. Les policiers étaient perplexes par les déclarations de Brian, mais il insistait que suivre ces étapes des notes pouvait être leur seule chance de désamorcer la situation. Quelques minutes plus tard, le collier bombe autour du cou de Brian a commencé à émettre des bips, envoyant une vague de panique parmi tous les présents. L'anxiété croissante de Brian était palpable, reflétant la tension collective des témoins et des policiers. Brian a commencé à crier en suppliant les officiers d'enlever la bombe, criant qu'il ne mentait pas et qu'elle allait exploser. Alors que le bip s'accélérait, Brian tenta de s'éloigner de la bombe attachée à sa poitrine, comme pour échapper à l'explosion imminente. La tension a continué à monter jusqu'à ce qu'à précisément 15h18, la bombe explose. Le dispositif fixé sur le torse de Brian avait une plaque métallique découpée intentionnellement en petits morceaux pour créer des éclats. Cependant, la plaque ne fonctionnait pas comme prévu pour projeter vers l'extérieur. Au lieu de cela a forcé un morceau de métal vers l'intérieur, créant un trou dans la poitrine de Brian. Les caméras de presse ont capturé l'ensemble de l'incident, et Brian est décédé en quelques secondes. 3 minutes après l'explosion tragique qui a coûté la vie à Brian, l'équipe de déminage est arrivée sur les lieux. Alors qu'ils fouillaient minutieusement sa voiture et rassemblaient des preuves, ils ont découvert 9 pages de notes manuscrites. Ces notes ont présenté une chasse au trésor sinistre et élaborée, pas seulement pour Brian, mais aussi des instructions détaillées pour le réceptionniste de la banque, le directeur de la banque et la police étiquetant Brian comme l'otage de la bombe. Les instructions adressées à Brian étaient glaçantes de précision et de complexité. La première page expliquait un ensemble de règles qu'il devait suivre pour désarmer la bombe attachée à sa poitrine. Les règles étaient les suivantes. Numéro 1. Vous devez suivre un ensemble d'instructions pour trouver des clés et des codes de combinaison pour désarmer la bombe. N'insérez pas les clés dans les serrures avant d'en avoir reçu l'ordre. Certaines serrures sont piégées pour éviter la manipulation. Conduire à 60 miles à l'heure tout au long du parcours. Utilisez seulement 2 ou 3 minutes à chaque arrêt. Un sentinelle surveillera chaque arrêt pour vous assurer que vous n'êtes pas suivi. Numéro 4. La bombe à défait le piège. Forcer ou manipuler déclenchera l'explosion. 5. Toutes les armes, papiers, conteneurs, cassettes, etc. doivent nous être retournées. Chaque objet que vous trouvez après avoir déposé l'argent a une clé et ou un mot de combinaison. Vous devrez décrypter la combinaison. Cela désarmera certaines tripwires avant de les débloquer. Cette procédure est pour s'assurer que vous ne laissiez aucun matériel derrière vous. Ce jeu d'instructions complexe a plongé Brian dans une chasse à la vie ou à la mort, où il a été contraint de naviguer à travers Erie dans une course désespérée contre la montre, cherchant diverses combinaisons et clés pour empêcher la bombe attachée à sa poitrine d'exploser. La planification minutieuse et la nature cruelle des notes dressaient un tableau poignant de l'épreuve que Brian avait subie, transformant ces derniers moments en un jeu tordu orchestré par des forces invisibles et malveillantes. La police a entrepris une enquête minutieuse pour reconstituer les événements ayant conduit à sa mort prématurée. Leur première action a été de suivre les étapes décrites dans la chasse au trésor, qui semblait dicter méticuleusement les mouvements de Brian après le braquage de la banque. La piste les a menés à un McDonald's près de la banque, l'endroit que Brian avait visité immédiatement après le braquage. Caché discrètement à côté du célèbre panneau McDonald's, sous un rocher discret, se trouvait un bocal. Ce bocal, comme la police l'a découvert, contenait des instructions cruciales pour les prochaines étapes de Brian dans ce jeu élaboré et mortel. C'est à ce moment-là, alors que Brian quittait les lieux du McDonald's, que la police l'a initialement intercepté, ignorant qu'il se dirigeait vers un autre objectif dans cette chasse au trésor éprouvante. L'objectif suivant de Brian était intrigantement situé dans les bois denses juste à l'extérieur de la ville. Selon les instructions, la tâche immédiate de Brian après avoir quitté McDonald's était de nouer un ruban orange autour d'une borne incendie. Cet acte devait servir de signal codé indiquant l'exécution réussie du braquage de la banque. Il semblait que la police était intervenue à un moment critique, précisément au moment où Brian s'apprêtait à effectuer cette tâche de signalisation. Suivant la piste des notes,
la police s'est aventurée dans la zone boisée spécifiée. Leurs efforts de recherche ont été récompensés lorsqu'ils ont découvert le fameux ruban orange, ainsi qu'un autre bocal contenant de nouvelles instructions. Cette découverte a souligné le niveau de détail glaçant et la planification impliquée dans l'organisation de cette quête sinistre. Au milieu de leur enquête dans les bois, l'agent Lomon Kang a signalé un événement suspect. Une camionnette bleue est sortie de l'ombre de la lisière des arbres, s'arrêtant brièvement comme pour surveiller l'activité policière autour de l'endroit où le bocal a été trouvé. Et s'est précipité au loin. Cette rencontre éphémère suggérait que les orchestrateurs de ce jeu tordu surveillaient toujours la situation, ajoutant une autre couche d'urgence et de danger à l'enquête. Au cœur de la forêt, la police est tombée sur une note énigmatique les dirigeant vers un panneau de signalisation éloigné. Les instructions étaient claires. Laissez la voiture au panneau et marchez à travers les hautes herbes jusqu'à un champ en attente. À leur arrivée, les agents ont été confrontés à un rebondissement inattendu. Un nouveau bocal, supposé contenir l'indice suivant, était étrangement vide. Ce retournement de situation a évoqué deux possibilités. Soit les orchestrateurs, il est possible que les sentinelles, ou l'individu dans la camionnette bleue noté plus tôt, aient observé l'intervention de la police et supprimé préventivement les instructions suivantes. Ou peut-être que Brian n'était jamais destiné à atteindre cette phase de la chasse. Confronté à une impasse soudaine dans la piste des indices, la police a été obligée de changer de stratégie et de lancer une enquête classique, sous une immense pression pour résoudre l'affaire. La police a agi avec urgence. Leur première étape les a conduits chez Brian, où la recherche a donné peu de résultats. Parmi les rares objets trouvés, un se démarquait, les coordonnées de Jessica Upsick, une femme locale connue pour son implication dans le commerce du sexe. Cette découverte a suggéré que Brian s'adonnait parfois à des activités illicites. Pourtant, c'était un grand pas de l'impliquer dans un vol de banque impliquant un collier de bombes. L'enquête a alors plongé plus profondément dans le passé de Brian, à la recherche de connexions ou de tout indice qu'il pourrait avoir été impliqué dans ou capable d'orchestrer un acte aussi odieux. Au milieu de cette enquête, un développement étonnant s'est produit seulement 3 jours après le vol et la mort tragique de Brian. Robert Panetti, le collègue de Brian chez Mamma Mia's Pizzeria et le seul autre livreur de pizza, a été trouvé mort chez lui d'une apparente overdose de drogue. Compte tenu de l'historique connu de Robert en matière de toxicomanie, sa mort par overdose n'était pas totalement inattendue. Pourtant, cela a suscité des sourcils parmi les enquêteurs. Au départ, la police avait prévu d'interroger Robert dans le cadre de leur enquête. Brian était décédé un jeudi. Et dès samedi, ils ont cherché à interroger Robert. Cependant, invoquant des engagements professionnels, Robert a demandé de reporter l'entretien à lundi. Tragiquement, il n'a jamais réussi à se rendre à l'entretien, faisant une overdose la veille. Cette succession d'événements a laissé les enquêteurs envisager la possibilité d'un lien plus profond entre Robert et l'affaire en cours. L'interrogatoire imminent de la police, peut-être lié au braquage de banque, aurait-il pu le pousser à augmenter fatalement sa consommation de drogue? Les circonstances de sa mort ont ajouté des couches de complexité à l'enquête, laissant plus de questions que de réponses et suggérant que l'affaire était loin d'être simple. Au fur et à mesure que l'enquête sur le braquage de la banque Derry et la disparition tragique de Brian se déroulait, la police Derry a intensifié sa recherche de Jessica Upsick, mais elle semblait avoir disparu sans laisser de traces. Au milieu de l'élargissement des recherches, une autre piste intrigante a émergé. Jessica, une femme qui avait autrefois eu une relation amoureuse avec Brian, était maintenant en couple avec un homme dont la profession faisait l'objet de divers rapports. Certains l'ont identifié comme un soudeur, tandis que d'autres ont affirmé qu'il était mécanicien. Quel que soit son métier exact, il faisait l'unanimité pour sa compétence avec les outils. Une compétence qui se prêtait à la potentielle création de la bombe à collier sophistiqué. Cette piste a gagné en importance, surtout en tenant compte de la dernière déclaration de Brian avant sa mort prématurée. Il a affirmé que 3 hommes noirs avaient forcé à mettre le collier autour de son cou. Cela a conduit la police Derry à poursuivre des individus correspondant à cette description, bien qu'une piste aussi large et indistincte ait prévisiblement donné peu de résultats. Dans leur quête de réponse, la police s'est également concentrée sur 2 endroits importants, l'antenne radio abandonnée et la bombe elle-même.
La zone entourant la tour radio est devenue un point central pour l'analyse médico-légale. Les enquêteurs ont examiné méticuleusement le chemin de terre et les sentiers menant à la tour, reconstitué les événements qui se sont déroulés. La terre perturbée racontait une histoire silencieuse de l'arrivée de la voiture de Brian sur les lieux où plusieurs personnes se trouvaient devant la tour. Les marques sur le sol suggéraient une brève lutte chaotique, une bagarre semblant impliquer plusieurs personnes tombant au sol avant que la voiture de Brian ne s'éloigne rapidement. Ces preuves médico-légales à la tour radio offraient un lien tangible avec les événements mystérieux menant au vol, fournissant aux enquêteurs des informations cruciales sur les moments précédant l'escalade du crime. Alors que la police approfondissait ses pistes, la complexité de l'affaire continuait à se dévoiler, dépeignant un tableau d'un braquage méticuleusement planifié qui a laissé plus de questions que de réponses dans son sillage. Le mystère s'est approfondi au jour de l'heure. 631 rue Peach, considéré comme l'endroit critique où Brian a été forcé de mettre le collier explosif. L'attention s'est ensuite portée sur la bombe elle-même, une énigme qui, malgré sa simplicité apparente, a déconcerté les enquêteurs. Construite à partir de 2 bombes artisanales remplies de poudre sans fumée et positionnées contre la poitrine de Brian. Le design de l'appareil était alarmant de simplicité, mais mortel. Son mécanisme de verrouillage ressemblait à une grande menotte, utilisant un système de cliquet qui se verrouillait en place avec une clé nécessaire pour libérer le mécanisme. Cependant, la simplicité de la bombe cachait sa complexité. Elle comportait 4 trous de serrure et un cadenas à combinaison à 3 chiffres. Un examen plus approfondi a révélé des éléments supplémentaires déroutants. À l'intérieur du boîtier de la bombe, 2 minuteries de cuisine ont été découvertes, réglées pour déclencher le compte à rebours jusqu'à la détonation, marquée par un bip sonore. Pourtant, l'appareil comprenait également des composants déconcertants destinés à induire en erreur ou à confondre, comme un téléphone portable non fonctionnel, et de nombreux fils menant nulle part, compliquant intentionnellement la tâche pour tout policier osant l'enlever. Des avertissements inscrits sur le collier lui-même introduisaient un élément psychologique sinistre, mettant en garde contre la coupure du mauvais fil sous menace d'explosion immédiate. Ces détails donnaient l'image d'un dispositif conçu non seulement pour tuer, mais aussi pour dérouter et intimider, ajoutant des couches d'intrigue et d'horreur à une affaire déjà complexe. Cependant, dans une décision sans précédent et controversée, l'équipe d'enquête a décidé de retirer la tête de Brian pendant l'autopsie pour préserver le collier bombe pour un examen plus approfondi. Cette décision, bien que rencontrée avec une opposition significative de la part de la famille de Brian, soulignait l'importance cruciale du collier dans le dénouement des complexités du cas. À ce stade, le FBI a commencé à élaborer un profil psychologique, sous-entendant au grand public que la personne responsable de cet acte odieux avait des objectifs au-delà du simple gain monétaire. Voler $250 000 pourrait être réalisé par des moyens moins compliqués, l'installation élaborée. Sélectionner une victime, lui fixer un collier explosif et l'envoyer dans une chasse au trésor chargée de fausses pistes et d'instructions complexes, à désigner un coupable se délectant de l'orchestration du chaos et du contrôle. Alors qu'il semblait que l'affaire ne pouvait pas devenir plus déroutante, un nouveau développement a émergé. Le 20 septembre, 3 semaines après la mort tragique de Brian, un appel à la police d'Erie a introduit une tournure glaçante. L'appelant, un homme nommé Bill Rothstein, a affirmé avoir un cadavre dans son congélateur. Cette révélation surprenante promettait de démêler davantage l'affaire, plongeant les enquêteurs dans une toile plus profonde de mystère et de malveillance. La révélation choquante de Bill Rothstein à la police locale a introduit un nouveau rebondissement sinistre à l'affaire déjà complexe. Il a affirmé que le corps dans son congélateur était celui de James Roden et a pointé du doigt Marjorie Dell Armstrong comme la coupable. Le nom de Marjorie n'était pas nouveau pour les forces de l'ordre local, ni pour la communauté d'Erie. Son histoire était aussi tumultueuse que tragique, ce qui faisait d'elle une figure d'un intérêt significatif dans l'enquête. Le passé de Marjorie a été marqué par des troubles juridiques et personnels. En 1984, elle est devenue le centre de l'affaire de meurtre la plus notoire d'Erie à ce jour, après qu'elle a tiré sur son petit ami 6 fois dans la poitrine pendant qu'il dormait. L'affaire a suscité une attention générale, partiellement due à la défense de Marjorie qu'elle a agi par légitime défense, affirmant qu'elle avait été soumise à des abus par la victime. Son affirmation selon laquelle elle voyait sa seule chance de sécurité et sa vulnérabilité pendant le sommeil a mené à un procès très médiatisé et controversé qui a abouti à sa mort, entraînant sa libération. Mais les interactions de Marjorie avec le système juridique
ne se sont pas arrêtés là. 8 ans plus tard, en 1992, elle était de retour sous les projecteurs dans des circonstances tragiques lorsque son mari a souffert d'une hémorragie cérébrale fatale, prétendument après s'être cogné la tête sur une table basse. La plainte ultérieure de Marjorie contre l'hôpital pour faute professionnelle et sa victoire au tribunal a suscité des sourcils levés, surtout dans le contexte de son histoire violente, couplée à la fusillade précédente et la mort mystérieuse d'un ancien petit ami, a dressé un tableau sombre des relations de Marjorie avec les hommes, suggérant un schéma de mort et de suspicion qui la suivait. Retour à notre histoire. L'appel de Bell Rothstein à la police a révélé une connexion effrayante. Il a rapporté que Marjorie Dill Armstrong avait tué James Roden en raison d'un désaccord financier. Et dans un tournant macabre des événements, le corps de Roden a été caché dans le congélateur de Rothstein. Bill, avouant sa peur de la prouesse manipulatrice de Marjorie, a avoué avoir aidé à se débarrasser du pistolet et à stocker le corps pour dissimuler le crime. Cependant, la demande ultérieure de Marjorie de démembrer le corps de Roden était un pas de trop pour Bill, ce qui l'a poussé à contacter les autorités. Le lien entre cette histoire de McAver et l'affaire Brian Wells est devenu apparent lorsque l'emplacement de la résidence de Rothstein a été divulgué. 8645 rue Peach, essentiellement à proximité de l'antenne radio abandonnée, le site du début du braquage de la banque. En suivant les instructions de Bill, la police a appréhendé Marjorie, découvrant une scène de chaos dans leurs deux maisons. Le couple s'est révélé être des accumulateurs compulsifs, leurs espaces de vie étant si encombrés qu'il était difficile de naviguer dans les pièces. Avec le sol à peine visible sous les débris, la fouille a révélé non seulement le désordre, mais aussi des collections bizarres, y compris des centaines de livres de beurre et de fromage, tous avariés et pourrissants. Les officiers de police ont rappelé les odeurs accablantes de décomposition et de négligence qui imprégnaient la maison, marquée par la présence d'excréments de chiens et de nourriture en décomposition. Marjorie, en particulier, était connue pour son comportement vociférant et la puanteur nauséabonde qui l'accompagnait. Dépeignant une image vivante des conditions sordides, Marjorie était très difficile à gérer. Elle parlait beaucoup et se mettait souvent en colère, rendant les choses difficiles pour tout le monde, même les personnes essayant de l'aider, comme les journalistes et son avocat. Certains médecins pensaient qu'elle avait un trouble bipolaire, ce qui signifie que son humeur change beaucoup, mais d'autres pensaient qu'elle avait juste une personnalité narcissique. Les agents du FBI qui ont dû lui parler après l'enquête ont trouvé cela très difficile. Marjorie se mettait très en colère contre eux, en disant des choses méchantes et montrant qu'elle ne les aimait pas du tout. Mais si quelqu'un lui disait quelque chose de gentil sur son apparence, elle arrêtait soudainement d'être en colère. Cela montrait à quel point elle était imprévisible. Traiter avec Marjorie était compliqué. Elle pouvait passer de très en colère à calme rapidement, ce qui rendait la tâche difficile pour ceux qui travaillaient sur l'affaire. Lorsque Bill Rothstein a appelé la police pour signaler un cadavre dans son congélateur, affirmant que Marjorie était la seule responsable, la police a agi rapidement. Ils connaissaient déjà le passé troublé de Marjorie, alors ils sont allés immédiatement l'arrêter et récupérer le corps de Roden chez Bill. Peu de temps après avoir appelé la police, il semblerait que Bill ait tenté de mettre fin à ses jours avant l'arrivée de la police sur les lieux, et il a laissé une note indiquant qu'il n'avait en fait rien tenté. De toute façon, la note de Bill laissait supposer qu'il ne serait pas en vie à l'arrivée de la police, a exprimé des remords et identifié le corps dans le congélateur comme étant celui de James Roden, insistant qu'il n'avait joué aucun rôle dans sa mort. La note commence de manière intrigante par une déclaration que la situation n'a rien à voir avec l'affaire Wells, une affirmation qui n'a fait qu'approfondir le mystère pour les enquêteurs. Imaginez être un enquêteur recevant un appel au sujet d'un corps situé essentiellement à l'épicentre de l'invitation au braquage de la banque de la radio abandonnée. Et en effet, l'autopsie a révélé que James Roden est mort 3 semaines avant Brian Wells. La proximité de ces événements soulève des questions. La note de Bill déconseillant explicitement de lier son affaire à celle de Brian Wells a ajouté une autre couche d'intrigue, surtout quand il a ensuite prétendu ignorer tout lien. À ce stade, le FBI se trouvait face à un scénario perplexe. 3 décès sans lien apparent, à l'exception du message cryptique de Rothstein, les exhortant à ne pas enquêter sur une possible connexion. Il n'est pas difficile d'imaginer la frustration et la curiosité des enquêteurs. Il semblait que pendant qu'ils travaillaient assidûment sur l'affaire Wells, d'autres événements significatifs se déroulaient en arrière-plan, cachés de leur vue.
L'enquête se concentre sur Bill Rothstein et Marjorie Armstrong comme les principaux suspects. Voyons qui était Bill Rothstein. Contrairement à Marjorie, Bill était difficile à gérer pour une autre raison. C'était le genre de personne qui croyait être la plus intelligente dans n'importe quelle pièce. Bill utilisait souvent des mots complexes inutilement et méprisait ceux qu'il considérait comme moins éduqués. Lors des interviews, il était connu pour soudainement commencer à parler français ou hébreu, puis à remarquer sarcastiquement qu'il passerait à l'anglais pour ceux qui ne pouvaient pas suivre. Bill était aussi très compétent techniquement. Il connaissait bien la machinerie et la métallurgie et était reconnu pour ses talents. Malgré ses capacités, il n'a jamais suivi un seul chemin très longtemps. Il envisageait de devenir pilote et professeur, mais a perdu l'intérêt pour chacun. Cette indécision l'a conduit à vivre dans une maison mal entretenue, tout en revendiquant une supériorité intellectuelle en raison de ses compétences linguistiques. Bill et Marjorie avaient une histoire romantique. Ils étaient même fiancés à un moment donné. Cependant, leur relation s'est mal terminée. Malgré cela, Bill restait dévoué à Marjorie, toujours prêt à l'aider dès qu'elle en avait besoin, selon leurs connaissances. Il est important de noter que Bill et Marjorie n'étaient pas seulement intelligents au sens conventionnel, ils étaient aussi rusés. Marjorie avait un master et Bill était bien éduqué, ayant suivi divers cours universitaires. Il dirigeait même un groupe qu'il appelait les intellectuels fracturés, un nom qui suggère qu'ils se voyaient comme des penseurs supérieurs, séparés des autres. Ce groupe, que Bill a nommé, était probablement constitué de personnes partageant sa croyance en leur propre supériorité intellectuelle, reflétant son mépris pour l'intellect commun. Il s'avère qu'une partie des difficultés rencontrées par l'enquête est due au fait que les enquêteurs ont peut-être sous-estimé Bill Rothstein et Marjorie. Lorsque Bill a été interrogé au sujet de l'appel téléphonique qui a conduit à l'arrestation de Marjorie et à la découverte du corps de James Roden, il n'a omis aucun détail. Il a partagé que Marjorie était en désaccord avec James depuis longtemps. Leur relation était tumultueuse, passant rapidement d'une affection intense à une colère extrême. Bill a raconté l'incident spécifique où, après une dispute houleuse au sujet de l'argent, Marjorie a tiré sur James dans le dos avec un fusil de chasse. Bill l'a ensuite aidé en plaçant le corps de James dans son congélateur et en détruisant le fusil avec une torche. Tout ça pour $2000. Bill était prêt à faire de grands efforts pour Marjorie, mais il a tracé une limite à découper le corps de James, ce qui l'a conduit à contacter la police. C'est intéressant. Le meurtre de James Roden a eu lieu 3 semaines avant la mort tragique de Brian Wells, suggérant qu'il n'y avait aucun lien direct entre les deux incidents, à part la proximité fortuite du corps à la station de radio. Pendant l'enquête, la police a réussi à impliquer Floyd Stockton, un ancien colocataire de Bill Rothstein, qui se cache en raison d'accusations de conduite inappropriée avec un mineur. Malgré son caractère discutable, Floyd a confirmé la version de Bell concernant James Oden, mais a nié avoir connaissance de l'affaire Brian Wells. Cela a ajouté une autre dimension à l'enquête, entrelaçant plusieurs personnages et histoires complexes, tout en laissant le lien avec Brian Wells Flow. Faites une pause un moment et imagine ça. Il y a une femme avec des antécédents de meurtre. Elle a déjà été acquittée, mais il est clair qu'elle a mis fin à la vie d'au moins 2 personnes, Roden et son premier petit ami. Que ses actions soient jugées justifiables ou non, cette femme, impliquée dans une relation complexe avec un homme dont la maison fait face à l'endroit même où Brian Wells a été enlevé, un homme fasciné par la fabrication de dispositifs métalliques complexes et obsédé par la démonstration de son intelligence. Maintenant, imaginez essayer de résoudre un puzzle. Qui, dans cette station de radio déserte, pourrait orchestrer une situation où un homme se retrouve avec une bombe autour du cou, forcé à une chasse au trésor mortel? Mais que se passe-t-il ensuite? Après avoir consulté Stockton, le FBI décide d'exclure Rothstein de l'enquête sur l'affaire Brian Wells, se concentrant plutôt sur son implication avec James Roden. Malgré la proximité évidente de la résidence de Rothstein avec la scène de l'enlèvement de Wells, et sa note explicite se distançant du cas Wells, le FBI ne voit aucune raison de le relier à cela. Quand Bill Rothstein a été innocenté par la police de toute implication dans l'affaire Brian Wells, Marjorie n'était pas du tout contente. Malgré quelques indices d'une relation complexe entre eux, il était clair qu'ils ne s'entendaient pas en public. Leurs interactions étaient remplies d'amertume.
chacun semblant impatient de voir l'autre avoir des ennuis avec la loi. En se déplaçant dans la prison avec des caméras la suivant, Marjorie a crié à haute voix que Bill Rothstein était derrière la mort de Brian Wells. Cette accusation a de nouveau mis Rothstein sous les projecteurs, éveillant à nouveau les soupçons, même si le FBI avait cessé de le considérer comme suspect. Mais pendant toute cette période, Rothstein a constamment nié toute connexion avec l'affaire. En plus de ces défis, Rothstein luttait contre une grave maladie, un lymphome non-hodgkinien, ce qui a progressivement aggravé sa santé, le laissant être hospitalisé en 2004. Fin juillet. Faisant face à la fin de sa vie, Rothstein, les agents du FBI ont fait un dernier effort pour obtenir une confession ou des informations liées à l'affaire Wells. Ils lui ont rappelé sa mort imminente, suggérant qu'il n'avait rien à perdre en avouant. Malgré leur persistance, la réponse de Rothstein a été de simplement tracer un nom dans l'air avec son doigt, sans même regarder les agents. Bill Rothstein est décédé le 30 juillet 2004. C'est l'innocence en relation avec l'affaire Brian Wells jusqu'à ses derniers moments. Son déni sans faille contraste avec les accusations publiques de Marjorie, a laissé un mystère durable et de nombreuses questions sans réponse sur sa possible implication dans une affaire qui avait captivé et confondu le public. Ce détail sur les minuteurs de cuisine était crucial car c'était quelque chose que seuls ceux impliqués dans l'affaire sauraient. Marjorie a également mentionné quelque chose de bizarre à propos de Rothstein. Il avait une fourgonnette bleue qu'il a recommencé à utiliser seulement après avoir été innocenté de toute implication dans l'affaire Brian Wells. Fait intéressant, comme mentionné précédemment, une camionnette bleue a été repérée par Lemon King dans les bois le jour du braquage de la banque, suggérant que cela pourrait être la camionnette de Rothstein. Par ailleurs de l'enquête, les autorités ont découvert une lettre de Marjorie exprimant sa colère envers la PNC Bank, la même banque que la Wells. Elle croyait à tort que la banque permettait à son père d'accéder à son compte épargne, bien qu'il s'avère que l'argent lui appartenait légitimement. Ce détail ajoutait une autre couche au motif potentiel de Marjorie et à ses liens avec l'affaire. Alors que le FBI l'interrogeait doucement sur ses griefs avec la banque, Marjorie commençait à divulguer plus d'informations. Elle a impliqué Rothstein et Floyd Stockton, l'ancien colocataire de Rothstein, suggérant une implication plus profonde dans la planification et l'exécution du braquage. Entre-temps, l'affaire a continué de captiver l'intérêt du public, apparaissant plusieurs fois dans les médias et émissions comme America's Most Wanted. Les médias ont apporté de nouveaux détails, comme l'origine de l'appel téléphonique qui a commandé les pizzas, conduisant à l'implication de passer d'une cabine téléphonique dans une station-service locale. Ce mélange de nouvelles révélations de Marjorie, le détail intrigant de la fourgonnette bleue et la couverture médiatique continue a maintenu l'affaire dans l'œil du public, dévoilant de nouveaux éléments dans la complexe affaire du braquage de Brian Wells. Peu de temps après le décès de Bill Rothstein, il semblait que Marjorie D. Armstrong réalisait que ses options se réduisaient avec les preuves qui s'accumulaient contre elle. Elle a admis être impliquée dans la mort de James Roden. Elle a plaidé coupable de meurtre au 3e degré, tout en affirmant qu'elle était mentalement malade, ce qui a conduit à sa condamnation à 20 ans dans un établissement de santé mentale. Avec Rothstein hors de l'image, Marjorie a rapidement commencé à pointer du doigt le thème et le cerveau de la fin tragique de Brian Wells. Sa condamnation pour le meurtre de Roden est devenue une tribune pour en révéler plus sur Wells. Elle a d'abord évité. Le désir de Marjorie d'être transférée dans une autre institution est devenu évident à travers ses appels fréquents à son avocat et aux médias, parfois jusqu'à 2 fois par heure. Discuté avec impatience, son avocat a suggéré que Marjorie offre des informations sur l'affaire Wells pour un transfert vers un autre établissement. Cependant, lors de ces discussions, Marjorie a révélé des détails importants, y compris la demande de Rothstein de lui acheter 2 minuteurs de cuisine pour la bombe. Cette information était cruciale car il y avait 2 minuteries dont le détonateur explosé n'avait pas été divulgué au public. La percée est venue quand un homme d'Erie, en regardant America's Most Wanted, a reconnu Bill Rothstein et Marjorie Deal Armstrong dans l'émission. Il se souvenait les avoir vus à la cabine téléphonique le matin du 28 août. La même cabine utilisée pour passer l'appel qui a conduit Brian Wells à la tour radio. C'était un moment important. Maintenant, c'est un témoin oculaire liant Rothstein et Marjorie directement au début du braquage.
Un autre témoin a signalé une observation étrange le 28 août. Il se rappelait avoir vu Marjorie conduire de manière erratique du mauvais côté de l'autoroute à grande vitesse. Son apparence distinctive l'a frappé, et il l'a reconnue quand il l'a vue plus tard à la télé. Cela plaçait Marjorie près de la scène le jour du braquage, ajoutant plus de poids à son implication. Quand le FBI a approché Marjorie avec ses témoignages, il savait que ce n'était pas suffisant pour accuser quelqu'un sur la base de la déclaration d'un seul témoin. Confrontée aux preuves, la réponse de Marjorie a été rusée. Elle a proposé de tout révéler en échange de l'immunité. Sa confiance était évidente. Elle était convaincue de détenir des informations précieuses. Le penchant de Marjorie pour parler d'elle-même et de son implication est devenu sa chute, car elle a commencé à révéler plus qu'elle ne le voulait probablement. Les enquêteurs ont proposé de suivre Marjorie pour retracer ses déplacements le jour du braquage. C'était une occasion d'entendre directement Marjorie parler des événements du 28 août, qui semblait incapable de s'arrêter de raconter son histoire à cause d'un mélange de vanité et un désir de tirer avantage de la situation. Marjorie Dale Armstrong a accepté de faire un tour avec le FBI, leur faisant visiter ses allées et venues le jour du braquage. Étonnamment, ces arrêts étaient tous très proches de l'endroit où se trouvait Brian Wells ce jour-là, près de la banque, du McDonald's et de l'Eyeglass World. Marjorie a suggéré qu'elle faisait juste du shopping, coïncidant près de Brian à chaque endroit, prétendant ignorer le chaos de la journée, y compris le braquage de la banque et l'explosion de la bombe, jusqu'à ce qu'elle voie les nouvelles ce soir-là. De retour à la prison, après avoir partagé son histoire, Marjorie s'est soudainement tue, refusant d'en dire plus sans une promesse d'immunité. Ce geste montrait un manque de compréhension de la manière dont fonctionne la négociation ou l'immunité, surtout après avoir révélé tant de choses. Bien qu'elle ait une maîtrise, le désir de Marjorie de se vanter de son implication a compromis son intelligence. À cause de ses propres déclarations incriminantes, le FBI construisait déjà un dossier contre elle, en attendant son procès pour le meurtre de James Roden. Les co-détenus, y compris Kelly McKellar, ont commencé à documenter les vantardises de Marjorie sur l'affaire. Elle a même mentionné la participation de Floyd Stockton et a fait allusion de manière effrayante à la mesure du coup de Wells pour le collier explosif. Ces notes, cependant, ont été initialement négligées par la police qui les a classées dans un bureau étiqueté « Notes de mouchard » et les a oubliées. Cette négligence a retardé l'utilisation de preuves potentiellement cruciales dans la constitution du dossier. Ken Barnes, une autre figure liée à cette histoire compliquée, a également été scruté par le FBI, un trafiquant de drogue local connu de Stockton, Rothstein et Marjorie. Barnes avait socialisé avec Marjorie et Roden, allant même pêcher ensemble. Lors de l'enquête sur la mort de Roden, Barnes a ouvertement discuté de la relation houleuse entre Marjorie et Roden, exprimant peu de surprise face au tournant des événements. De plus, Marjorie a essayé d'utiliser des informations sur des granges pour négocier un meilleur accord pour elle-même, révélant le réseau complexe de relations et de secrets entourant l'affaire. Et parce que dans le monde du crime, la loyauté est souvent éphémère. En 2005, pendant que Ken Barnes était en prison pour des accusations de drogue non liées, il a laissé échapper à son beau-frère son implication dans l'affaire Brian Wells. Le beau-frère est allé à la police après avoir appris cette information et a suggéré que Barnes pourrait être associé au célèbre braquage de banque. La police n'a pas perdu de temps pour interroger Barnes, qui a commencé à laisser des indices sur le rôle de Marjorie Dale Armstrong dans le complot. Lorsque Marjorie a appris les déclarations de Barnes, elle a rapidement révisé son récit. Elle a rejeté la faute sur Rothstein seul, impliquant à la fois Rothstein et Barnes comme les cerveaux de l'opération, tout en se peignant comme une simple spectatrice. Cette série d'accusations a continué avec Barnes, partageant des informations sur l'implication de Marjorie, et Marjorie rejetant la faute sur Barnes. Sentant que Marjorie pourrait conclure un accord de plaider coupable qui pourrait le rendre vulnérable, Barnes a décidé d'agir en premier. Le 9 décembre 2005, il a tout avoué. Barnes a révélé un motif choquant derrière le braquage de banque. Marjorie voulait la mort de son père. Après la mort de sa mère, Marjorie a vu son père, autrefois riche, commencer à donner sa fortune à la communauté et aux églises locales. Craignant que son héritage ne lui échappe, Marjorie a concocté un plan pour accélérer son accès à sa richesse. En l'éliminant, une tournure intéressante de cette histoire est la perspective du père. Lorsqu'on lui a posé des questions,
Il a mentionné que Marjorie ne faisait jamais partie de son testament, bien conscient de sa nature instable et de la menace potentielle qu'elle représentait pour sa vie. Malgré les précautions de son père, Marjorie était convaincue qu'accélérer sa mort assurerait son avenir financier avant qu'il ne puisse révéler ce qu'elle croyait être de son droit. Alors, elle a décidé de demander à Ken Barnes une estimation de prix pour assassiner son père. Ken, voyant une opportunité, se demanda si Marjorie le paierait d'avance, bien qu'il prétende ne jamais avoir eu l'intention d'aller jusqu'au bout, et que c'était juste une blague pour les hommes. Cependant, son implication dans la planification suggère le contraire. Barnes a fixé son prix à 250 000 $ et, avec Marjorie, Bill Rothstein, Floyd Stockton et d'autres, ont commencé à planifier un braquage de banque dont ils espéraient rester détachés. Selon Barnes, la veille du braquage, le 27 août, une réunion a eu lieu avec Floyd Stockton, Bill Rothstein, Marjorie D. Armstrong, Robert Panetti et, étonnamment, Brian Wells. Ken Barnes a dit que Brian était consciemment impliqué dans le complot qui mènerait à sa fin tragique. Cette révélation a stupéfait tout le monde, car il était difficile d'imaginer Brian comme un participant à sa propre mort. Initialement, James Roden devait être le chauffeur de fuite pour le braquage, mais son absence dans les semaines précédant l'événement et son meurtre ultérieur. Peut-être aux mains de Marjorie par crainte qu'il ne se désiste ou ne révèle le plan. Allier l'affaire Roden directement à la conspiration du braquage de banque. Cette toile complexe de plans, de trahison et de mensonges. Des issues tragiques soulignent la profondeur de la tromperie et les mesures auxquelles ces individus étaient prêts à recourir pour atteindre leurs objectifs. Des témoignages oculaires et la confession ultérieure de Floyd Stockton, après un accord de plaidoyer, soutiennent l'idée que Brian Wells était impliqué dans le complot. Ken Barnes a partagé que Brian croyait qu'il porterait une fausse bombe, un outil pour plaider l'innocence en cas d'échec de leur plan. Dans ce scénario, si la police interceptait Brian et découvrait que la bombe était inoffensive, Brian pourrait soutenir qu'il pensait que sa vie était en danger, se distancier du rôle de criminel aux yeux des forces de l'ordre. Cependant, comme le décrit Barnes, l'intrigue a pris une tournure sinistre le 28 août. Marjorie l'a pris en charge le matin du braquage et ils se sont tous retrouvés à la tour radio. C'est là, après que Brian a livré la pizza, qu'il s'est retrouvé entouré de Ken, Floyd, Bill et Marjorie. À un moment effrayant, Stockton est apparu avec un collier explosif et à ce moment-là, Brian savait que la bombe était réelle, marquant un grave écart par rapport au plan auquel il avait accepté. Quand la réalité de la situation s'est imposée, Brian a tenté de fuir, mais Barnes et Stockton l'ont plaqué au sol. Au milieu de la lutte, Rothstein a tiré un coup en l'air. Une action qui correspondait aux rapports locaux d'un coup de feu entendu avant le vol et aux preuves d'une bagarre observée sur la route de terre près du set. Le groupe a ensuite attaché de force le collier bombe à Brian, puis Marjorie lui a mis le t-shirt marqué du mot « Guess ». En plaçant le t-shirt sur le collier de bombe de Brian, Marjorie lui a dit de tromper la police s'il le questionnait, suggérant qu'il a blâmé l'acte sur 3 hommes noirs non identifiés. Cette manipulation explique la déclaration finale de Brian, attribuant le crime à 3 hommes noirs alors qu'il tentait de comprendre sa situation désespérée. Pendant le braquage, Marjorie et Ken Barnes surveillaient les événements de loin. Lorsque la situation a dégénéré et que la bombe a explosé, Marjorie s'est enfuie précipitamment, prenant un virage paniqué et erroné sur l'autoroute. Comme en témoigne un passant. Le 27 mars 2007, Floyd Stockton a également avoué, recevant l'immunité en échange. Son récit correspondait à celui de Barnes, bien que, à cette époque, les confessions n'étaient généralement pas enregistrées sur vidéo. Le FBI a opté pour des notes écrites, pensant que les aveux filmés pourraient modifier la volonté d'une personne de parler librement. Malgré l'absence de preuves vidéo, le FBI a confirmé la cohérence entre les témoignages de Barnes et Stockton. Bien qu'aucun de Stockton ni de Barnes ne prétende être le cerveau de l'opération, les preuves indiquaient le rôle important de Rothstein, notamment dans la construction du collier explosif. Les enquêteurs ont découvert des schémas et des écrits dans la maison de Rothstein qui correspondaient étroitement à la conception de l'engin explosif, suggérant son savoir-faire et son implication. Malgré le rôle apparent de Rothstein dans la création physique de la bombe,
L'influence de Marjorie était importante, avec ses dénégations opposées au récit de ses co-conspirateurs. Le case est devenu un puzzle complexe de récits contrastés. Marjorie Diehl Armstrong a été jugée pour son rôle dans le vol de banque, armée d'un engin destructeur, entre autres, et a été reconnue coupable de tous les chefs d'accusation. Tout au long du procès, elle était perturbatrice, criant souvent « menteur » aux témoins, ce qui a conduit le juge à lui demander fréquemment de se taire. En fin de compte, Marjorie a été condamnée à la réclusion à perpétuité, plus 30 ans supplémentaires, et si généralement pour vol à main armée, complot pour commettre un vol à main armée et utilisation d'un engin explosif lors d'un crime violent. Ken Barnes, en raison de sa coopération avec les autorités et de son témoignage contre Marjorie, a vu sa peine pour son rôle dans le complot réduite de 45 à 22 ans, dans le cadre d'un accord de plaidoyer. Floyd Stockton, en revanche, a bénéficié de l'immunité pour son témoignage et est sorti libre malgré ses infractions passées, impliquant un mineur. Lors de son procès, Marjorie a été diagnostiquée d'un cancer du sein, les médecins estimant qu'il lui restait 7 à 10 ans à vivre. Malgré son diagnostic, elle continuait de nier toute implication dans le complot, critiquant la prise de décision du FBI et insistant sur son innocence ainsi que sur la participation de Brian Wells au complot. Marjorie a maintenu cette position jusqu'à leur décès le 4 avril 2017. Ken Barnes est décédé le 20 juin 2019 à cause de complications liées au diabète et il devait être libéré en 2027. Floyd Stockton n'a pas pu témoigner contre Marjorie car il subissait une opération à cœur ouvert à l'époque et est décédé plus tard le 10 août. Rendez-vous coronavirus avec la mort de toutes les personnes clés impliquées, la vérité complète derrière le complot complexe et le rôle exact de chaque personne dans l'affaire Brian Wells sont allés dans la tombe avec eux. Cela laisse un voile de mystère et des questions sans réponse autour de l'une des histoires de braquage de banque les plus bizarres et tragiques jamais racontées. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parmi tous les noms mentionnés, Jessica Hupsick reste une figure critique qui n'a pas encore pleinement partagé son côté de l'histoire. Au début, elle n'était qu'un numéro de téléphone trouvé dans la maison de Brian Wells, laissant beaucoup se demander quel était son rôle, le cas échéant, dans cette affaire complexe. Pendant 15 ans, malgré les efforts du FBI, de la police locale et de la famille de Brian pour la retrouver, Jessica est restée introuvable. Lorsque la police l'a interrogée sur l'affaire Wells, elle a prétendu ignorer et, faute de preuves pour la retenir, elle a été libre de partir. Les tentatives des équipes de presse et des agents fédéraux de la contacter se sont toujours soldées par la fuite de Jessica. L'importance de Jessica dans l'enquête a été accentuée par sa mention par Ken Barnes, un trafiquant de drogue local qui fournissait beaucoup de gens à Aerie, y compris Jessica avec crack. Cette connexion a laissé entendre une implication ou une connaissance plus profonde des événements menant au braquage, surtout compte tenu du rôle de Barnes dans la conspiration. Le mystère entourant la relation de Jessica avec Brian et le braquage s'approfondit avec les témoignages de Ken Barnes, la plaçant dans le réseau complexe de relations qui définissent cette affaire. Malgré la condamnation de Marjorie Diehl Armstrong et Bill Rothstein comme principaux orchestrateurs du crime, de nombreux détails restent non résolus, y compris la séquence exacte des événements menant à la fin tragique de Brian Wells. Le récit de Barnes suggère que Brian était activement impliqué dans la planification du braquage. Pourtant, certains aspects de son histoire, comme Brian attendant le paiement des pizzas à la tour radio, soulèvent plus de questions que de réponses. La nature insaisissable de Jessica Hupsick et ses connexions tangentielles avec des figures clés de l'affaire laissent un vide dans l'histoire que seule elle peut combler, comme la dernière personne vivante ayant des perspectives potentielles sur le réseau de relations et d'événements qui ont conduit au braquage. Son témoignage pourrait éclaircir les mystères persistants et peut-être apporter une conclusion à une affaire marquée par la tragédie et l'intrigue. Selon le témoignage de Ken Barnes, Brian Wells s'est approché de la scène en pensant que l'appel pour la livraison de pizza n'était qu'un prétexte pour l'excuser du travail, ne réalisant pas que c'était le préparatif d'un braquage de banque. Ce scénario suggère que Brian, apparemment inconscient du véritable complot, s'attendait à terminer la livraison de pizza, rentrer chez lui et aller se coucher, aller au travail, puis participer viscéralement au braquage d'une banque pour une somme substantielle. Lorsqu'on lui a demandé des explications sur cette incohérence, Barnes a tenté de préciser que Wells n'était pas au courant qu'il prévoyait de braquer la banque à ce moment-là. Bien que Wells ait assisté à la réunion, il n'a pas pu confirmer que Barnes avait assisté à la réunion. Selon Barnes, Brian Wells s'est approché de la scène en pensant que l'appel pour la livraison de pizza n'était qu'un prétexte pour l'excuser du travail, ne réalisant pas que c'était le préparatif d'un braquage de banque. Ce scénario suggère que Brian, apparemment inconscient du véritable complot, s'attendait à terminer la livraison de pizza, rentrer chez lui et aller se coucher, aller au travail, puis participer viscéralement au braquage d'une banque pour une somme substantielle. Lorsqu'on lui a demandé des explications sur cette incohérence, Barnes a tenté de préciser que Wells n'était pas au courant qu'il prévoyait de braquer la banque à ce moment-là.
il est resté étrangement ignorant de l'objectif du braquage. De plus, Barnes a mentionné la présence de Robert Panetti à la réunion, ajoutant une autre dimension à l'histoire. Bien que peu connu, Floyd a alors apparemment confirmé l'implication de Panetti, pourtant comme une pièce de puzzle qui ne correspond pas tout à fait. Le rôle et la présence de Panetti aux moments cruciaux restent flous, comme s'il avait disparu du récit sans laisser de traces. Des événements soulèvent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses, dépeignant Brian Wells sous un jour contradictoire, à la fois comme un potentiel co-conspirateur et comme quelqu'un potentiellement mal informé sur la nature du braquage. L'inclusion de Robert Panetti dans les discussions, suivie de son absence mystérieuse de parties clés du récit, ne fait qu'approfondir le mystère entourant le braquage et les personnes impliquées. L'implication de Robert Panetti semble n'être mentionnée que dans le contexte d'assurer que Brian Wells puisse répondre à l'appel qui le mènerait à la tour radio. Et puis, notablement, il fait une overdose quelques jours plus tard. Cette série d'événements soulève des soupçons sur la véritable nature de la participation de chacun et les récits qui sont présentés. La suggestion que des figures clés de l'enquête pourraient avoir adapté leur récit aux attentes du FBI ne peut être ignorée. L'intérêt du FBI pour Panetti et Wells, possiblement influencé par leur lien avec des activités criminelles connues, semble avoir façonné l'orientation des questions et de l'enquête. La reconnaissance de la présence de Panetti aux réunions de planification, suivie de son absence soudaine, ainsi que de la prétendue implication de Wells sans connaître le véritable but du braquage, dresse un tableau d'un récit qui s'aligne commodément avec les pistes d'enquête. L'octroi d'une immunité, en particulier aux individus ayant des antécédents criminels importants, en échange d'informations corroborant certains aspects de l'affaire, ajoute une autre couche de complexité et de potentiel biais à l'enquête. Cette stratégie, même si elle est efficace pour monter un dossier contre certaines personnes, soulève des questions sur la fiabilité des informations fournies et les motivations derrière cela. La décision finale de Jessica Hoopsick de partager son histoire après des années de silence ajoute une autre perspective au récit en cours. Son affirmation selon laquelle Ken Barnes l'a approchée au sujet d'un braquage de banque établit un lien direct entre elle et la conspiration plus vaste, et soulève la possibilité d'un réseau d'implications plus large qu'on ne le croyait auparavant. Le témoignage de Jessica Hoopsick apporte un rebondissement significatif à l'histoire. Justin Ken Barnes et Floyd Stockton jouaient un rôle plus important dans la banque avant. Selon Jessica, Barnes cherchait activement un assistant personnel, quelqu'un de docile et manipulable. La relation de Jessica avec Brian Wells allait au-delà d'une simple connaissance. Il partageait une sorte d'amitié avec Brian, l'aidant même avec des courses et des rendez-vous. Abordant le point sensible, on a laissé entendre que Brian n'était peut-être pas le plus éclairé, décrit par ceux qui le connaissaient comme incroyablement gentil et sincère, mais peut-être pas le plus perspicace. Il avait une vie simple, travaillant diligemment comme livreur de pizza, et était connu pour sa nature expressive. Brian pouvait être facilement influencé, un fait que Jessica semblait reconnaître. Jessica a révélé que Barnes avait proposé d'utiliser Brian pour le braquage, offrant des drogues comme paiement pour trouver une personne appropriée. Elle croyait que la personnalité aimable et serviable de Brian faisait de lui un candidat idéal. Après avoir fourni aux granges le planning de travail de Brian pour s'assurer que le braquage coïncide avec ses tournées de livraison, Jessica a involontairement joué un rôle dans le déclenchement de la tragédie. Pendant plus de 10 ans, on a cru que Brian et Robert Panetti étaient impliqués dans le complot. Cependant, la confession tardive de Jessica les peint sous un jour plus innocent, suggérant qu'ils ont été pris au piège sans le savoir. Malgré son implication dans le recrutement de Brian, a proclamé son ignorance de l'intention meurtrière derrière le vol. Pendant la séance de l'audience, la famille de Brian Wells l'a défendu avec passion, niant véhémentement les allégations selon lesquelles il était impliqué dans le braquage, tandis que est resté silencieux pendant le tollé. Ce silence, associés à ses accusations ultérieures contre Marjorie et son insistance sur l'innocence de Brian, elle jette une ombre complexe sur sa crédibilité malgré tout. Les motivations de Jessica pour se manifester après un si long silence sont restées sans réponse depuis qu'elle avait déjà été écartée en tant que suspecte ou participante au crime, faisant face uniquement à des accusations de drogue sans rapport. Cependant, les doutes sur l'implication de Brian Wells dans le braquage de la banque ont été amplifiés par la conclusion du FBI qu'il était un conspirateur. Une décision qui n'a pas plu à beaucoup.
étant donné les incohérences dans les récits fournis par les personnes impliquées, les récits de Ken Barnes, qui parfois dépeignaient Wells comme étant au courant de la fausse bombe, et à d'autres moments, il est complètement inconscient jusqu'à ce que son activation contribue à cette confusion. L'idée que c'était plus simple pour les autorités si Wells était vu comme complice, évitant ainsi des accusations de meurtre pour les conspirateurs, soulève des questions sur les conclusions de l'enquête. Jessica Hoopsick a révélé le fait qu'elle ait été celle qui a indirectement impliqué Brian en fournissant ces informations à Barnes ajoute une couche tragique à cette histoire. Cela suggère que Brian pourrait avoir été un participant involontaire, manipulé dans une situation bien au-delà de sa compréhension. Il est également possible que Brian ait été contraint, peut-être sous la menace envers lui-même ou sa famille. Cette théorie est soutenue par la déclaration de Marjorie selon laquelle ils ont mesuré le coût de Brian pour le collier et des rapports sur la dette de Brian envers Barnes. À travers toutes ces révélations, il semble que Marjorie Diehl Armstrong était l'instigatrice, avec également la participation de Rothstein, et Barnes comme acteur clé dans l'exécution de son plan, laissant Brian Wells comme la victime ultime. Ce réseau complexe de relations et de motivations dépeint une image d'un braquage impliquant manipulation, coercition et issue tragique. Pourtant, une question persiste. Pourquoi Bill Rothstein a-t-il appelé la police au sujet du corps de James Roden s'il était co-conspirateur avec Marjorie dans un crime majeur? Cette action semble contre-intuitive, risquant leur exposition pour un crime bien plus grave que de cacher un corps. Cette affaire, qui a capté l'attention de la nation en 2003, reste un puzzle déroutant de motivation, allégeance et secret avec le rôle tragique de Brian Wells en son cœur. Malgré les années et la fermeture du dossier par le FBI, de nombreux aspects de cette affaire restent non résolus, laissant place à la spéculation, théorie et une quête pour comprendre l'étendue réelle de l'implication de chacun. Alors que nous terminons cette affaire mystérieuse, il est clair qu'il reste encore de nombreuses questions sans réponse. Que penses-tu de cette histoire? As-tu des idées ou des suppositions qui pourraient expliquer les parties non résolues? N'hésite pas à partager tes pensées et théories dans les commentaires ci-dessous. Merci de regarder. J'espère que vous avez trouvé cette histoire aussi intéressante que moi. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.